Donc ça en dit long sur le concept, le dogme du tout génétique, hein, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, hein, que ce soit sur l'aspect purement recherche ou sur l'aspect sociétal. Hein. Oui, 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 absolument. Donc voilà, c'est un aspect aussi qui est très intéressant, je dirais, à souligner. Oui, c'est ce que je voulais faire. Est-ce qu'à un moment donné, si moi je plante des non-OGM, est-ce que j'ai la garantie d'avoir une récolte qui reste non-OGM? Et est-ce que le caractère du... Est-ce que dans le temps, ma variété non-OGM va demeurer non-OGM? Bah, vous posez le problème de la coexistence. Et donc, notamment le problème de la contamination d'une culture conventionnelle ou labellisée par une culture OGM via le pollen. Hein. Bon, ça, c'est une première chose. Le pollen, sachant qu'il ne s'arrête pas à 50 mètres comme le nuage de Tchernobyl à la frontière franco-allemande, que les abeilles, quand elles partent avec du pollen, elles partent avec le vent dans le dos, donc ça va très très loin. Qu'il y a d'éventuelles repousses, même si avec le maïs, les repousses sont beaucoup plus rares qu'avec le colza, par exemple, mais ça existe néanmoins. Et qu'il y a des transports de graines par les oiseaux, par les rongeurs, donc qui peuvent aller très très loin et qui peuvent occasionner des repousses. Il y a les pertes d'essemences lors des récoltes, une partie des semences qui tombent du camion benne le long des routes ou ailleurs. Il y a le problème de la non-séparation des filières dans les coopératives parce qu'il n'y a pas des silos pour le conventionnel et des silos pour l'OGM. Il y a le problème de la contamination donc du matériel agricole. Alors imaginez décontaminer une moissonneuse-batteuse ou une ensileuse entre deux récoltes, évidemment non. Enfin bref, sans parler de l'erreur humaine. Donc cette coexistence est une vue de l'esprit. Et effectivement, quelqu'un qui cultiverait une culture conventionnelle ou labellisée à côté, à proximité, ou sans être immédiatement son voisin, de quelqu'un qui fait de l'OGM, devrait s'assurer tous les ans que sa culture n'est pas contaminée. D'accord ? Donc ça implique un coût, ça implique, et ce coût, c'est qui doit l'absorber, c'est celui qui n'a pas voulu les OGM. C'est-à-dire c'est à lui de faire les études pour prouver que sa culture répond au cahier des charges et qu'elle n'est pas donc contaminée qu'elle n'a pas de présence d'OGM à tel taux, etc. Donc évidemment, là, on peut pas, si on ne fait pas ces tests-là, on ne peut pas avoir la certitude que la culture n'est pas contaminée. C'est pour ça que la coexistence est une totale vue de l'esprit. Et tout le monde le sait que c'est une vue de l'esprit. La meilleure preuve, c'est qu'au niveau européen, on essaie de changer la législation du bio, par exemple, pour faire en sorte que le bio tolère l'OGM jusqu'à 0,9%. C'est une manière de reconnaître que dans le respect actuel du cahier des charges, du bio, mais également de tous les labels de qualité qui disent dans leur cahier des charges zéro OGM, eh bien la coexistence n'est pas possible. Évidemment, c'est une vue de l'esprit, comme dirait Jean-Baptiste Libouban, la coexistence entre OGM et culture conventionnelle ou labellisée, c'est mettre le loup dans la bergerie et revenir le lendemain, tout simplement. Alors on nous dit, on est dans un pays libre, que chacun ait le droit de cultiver des OGM ou de ne pas en cultiver. Mais on nous dit aussi que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Eh bien, à partir de là, on ne peut pas à la fois avoir la liberté de cultiver avec OGM et permettre aux voisins la liberté de cultiver sans. Parce que la liberté de cultiver avec des OGM, c'est interdire, c'est bafouer la liberté de cultiver sans, tout simplement. Parce qu'on a beau faire toutes les législations qu'on veut, on a beau légiférer, eh bien, on ne pourra jamais empêcher le pollen de passer dans la culture voisine, on ne pourra jamais empêcher les abeilles de passer, on ne pourra jamais empêcher les rongeurs ou les oiseaux de transporter les graines. Donc aujourd'hui, on vient d'activer la clause de sauvegarde sur le maïs. En théorie, du moins, il n'y aura pas de culture commerciale de maïs OGM en France donc, au printemps 2008. Néanmoins, quasi simultanément, Michel Barnier, ex-ministre de l'Environnement, a annoncé qu'il y aurait des cultures de recherche en plein champ qui seraient autorisées dès le printemps. Donc il y aura également, parmi ces cultures, il y aura déjà du maïs. Est-ce qu'on peut imaginer que déjà par définition il y aura à nouveau de la pollution et donc que la possibilité de conserver des variétés propres, exemptes d'OGM, est un pari perdu de fait. Que ce soit en France et dans des pays encore pires comme les États-Unis, comme l'Argentine, etc. Tant qu'on en reste à l'état d'essai, on peut espérer que tout ne soit pas contaminé et que tout ne soit pas perdu. Maintenant, ça pose le problème évidemment est-ce qu'on doit faire des essais en plein champ. Je crois que c'était d'ailleurs une des
question que vous vouliez me poser également, le problème des essais en plein champ, est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on ne doit pas faire quand même de la recherche en plein champ, etc. D'abord, c'est pas de la recherche, hein. Bon, il faut qu'on arrive à séparer les choses. On n'arrête pas de tout mélanger en termes de... Hein, vous vous rendez compte, ces gens qui détruisent des essais, ils détruisent la recherche. C'est pas de la recherche, c'est de l'innovation. J'ai rien contre l'innovation, mais l'innovation, ça dépend du ministère de l'Industrie. La recherche, ça dépend du ministère de la Recherche. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Les gens qui font ça font pas de la recherche. Ils font une évaluation d'une application, de l'application de la technologie OGM à une plante particulière, etc. C'est du développement ou de l'innovation, mais en tout cas pas de la recherche. Mais les essais, évidemment, le problème des essais, c'est qu'ils sont eux-mêmes dangereux. Parce qu'il s'agit de mettre la plante OGM en plein champ. Ça, c'est clair. Alors, évidemment, c'est des surfaces plus restreintes, etc. Mais l'essai lui-même dangereux. La preuve, on l'a déjà oublié, mais en 2006, c'est du riz long grain qui a été contaminé par du riz OGM. Ce riz OGM qui a contaminé le riz long grain américain n'est pas cultivé où que ce soit en France ou dans le monde. En France, bien sûr, mais il n'est pas autorisé. Il est autorisé nulle part, pas plus en Chine qu'aux États-Unis. Il a simplement fait l'objet d'essais en plein champ jusqu'en 2001. 5 ans plus tard, en 2006, on découvre qu'il a contaminé du riz long grain. Donc c'est preuve que l'essai lui-même est dangereux. On va nous dire, oui, mais alors attendez, vous estimez qu'on ne connaît pas assez les choses, qu'on ne maîtrise pas assez les risques éventuels des OGM, mais vous nous empêchez de faire des essais en plein champ. Et puis une plante, c'est fait pour être en plein champ. Oui, certes. Un médicament destiné aux humains, il faut bien à un moment donné le tester sur des humains. Mais avant de le tester sur des humains, on aura fait des tests sur des cellules en culture, puis sur des animaux. Et on va le tester sur les humains, certes, mais on aura aussi démontré en amont l'utilité sociale. C'est-à-dire que ce médicament, on sait qu'il peut apporter un plus aux patients. Et à partir de là, on teste ses effets secondaires, etc. Dans le cas de l'OGM agricole, on devrait suivre la même démarche. D'abord, démontrer l'utilité sociale. Si personne n'en veut de cet OGM, si ça ne correspond à aucune attente, ben ça reste au placard et puis on n'en parle plus. Si par contre ça correspond à une attente, peut-être demain il y aura un OGM qui correspond à une attente sociale. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Eh bien, à ce moment-là, faisons d'abord toutes les évaluations possibles qu'il est possible de faire en laboratoire, en serre, etc. Et en dernier recours, on va mettre les plantes en plein champ. Or là, sous prétexte que ce sont des plantes et donc qui sont destinées à être en plein champ, on va d'emblée faire un certain nombre de choses en plein champ. Je veux dire, bon d'accord, faut bien voir qu'un essai, ça doit être une simulation. Ça doit être non dangereux. Quand on fait une simulation d'une attaque chimique dans le métro pour entraîner la coordination des secours, on met tous les ingrédients, mais on ne met pas l'agent chimique quand même. Et bien là, on nous met directement la plante OGM. Je veux dire, c'est pas sérieux. D'abord, démontrons l'utilité sociale. Ensuite, s'il y a utilité sociale, faisons tous les tests en laboratoire qu'il est possible de faire. Et en dernier recours, mettons la plante en plein champ. Et puis je dirais qu'il faudrait qu'on instaure un système derrière de traçabilité qui permette d'avoir un véritable suivi. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec les médicaments. Hein, médicaments issus de technologie OGM, ou pas d'ailleurs. Un médicament, lorsqu'il est autorisé, lorsqu'il a subi tous les tests sur les cellules en culture, sur les animaux, sur les humains, qu'on a démontré son effet bénéfique, etc., et qu'on a estimé que les effets secondaires il y en a toujours, mais qu'ils étaient acceptables par rapport aux bénéfices que l'on en tire, ce médicament obtient une autorisation de mise sur le marché. Mais une fois qu'il est autorisé, il y a encore un suivi, parce qu'il y a une ordonnance. On sait qui en mange, on sait qui en mange pas. Et ceux qui en mangent, on sait à quelle dose et à quelle fréquence. Donc s'il apparaît un grave problème secondaire, on a vite fait de faire la corrélation de cause à effet entre la consommation du médicament et l'apparition du problème. En revanche, sur les OGM, on n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas de système de traçabilité qui nous permettrait de savoir qui en a mangé, qui en a pas mangé, et ceux qui en ont mangé, à quelle dose, à quelle fréquence. Il n'y a pas d'ordonnance pour les OGM, en d'autres termes. Et donc quand on nous dit aujourd'hui, mais regardez, les Américains, ils ont peut-être eu tort d'y aller aussi vite, mais finalement, quand on y regarde de près, ils ont eu raison, puisque ça fait 15 ans qu'ils en mangent. Et puis il leur est jamais rien arrivé. Ça, c'est un énorme mensonge. Pourquoi ? Non pas que j'ai la preuve, moi, qu'il est arrivé quelque chose, mais dire qu'il n'est rien arrivé sous prétexte qu'on n'a rien vu, c'est un énorme mensonge parce qu'on n'a pas regardé. Et pourquoi on n'a pas regardé ? Parce qu'on ne peut pas regarder. Et pourquoi on ne peut pas regarder ? Parce qu'il n'y a pas d'ordonnance. Qui peut dire qui a mangé des OGM ou qui n'en a pas mangé ? Nous-mêmes en France, on ne peut pas l'affirmer. Les Américains peuvent au moins dire, sans se tromper, qu'ils en ont sûrement mangé. Mais à quelle dose et à quelle fréquence ? Et donc, comment faire la corrélation de cause à effet entre l'apparition éventuelle d'un problème sanitaire qui serait lié à la consommation d'OGM et la consommation d'OGM ?